On a été rejoint par Philippe Aigrin, qui dans une autre vie est un grand informaticien depuis longtemps préoccupé par Internet et ses politiques, et qui s'est en particulier intéressé à la surveillance de masse par l'État. À la librairie et dans le monde littéraire, on le connaît plus comme un poète et l'un des principaux animateurs des éditions Publi.net. Et depuis quelques jours aussi comme romancier avec son premier roman qui s'intitule Sœur, avec un S entre parenthèses. Et nous avons aussi Catherine Dufour, qui n'en est pas à son premier roman, mais à son 12e, et qui écrit également de la fiction, des essais et des réflexions. Et c'est à ce titre-là qu'on les a tous les trois conviés ce soir pour continuer la discussion autour de ce que peut la fiction pour faire basculer le monde. Ma première question n'en est pas une. C'est une citation de Milan Kundera qui me semblait correspondre à vos trois livres. Enfin, correspondre. Il retrouvait vos trois livres dedans et j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Et c'est donc une citation issue de l'art du roman qui dit « Le roman n'examine pas la réalité, mais l'existence. Et l'existence n'est pas ce qui s'est passé. L'existence est le champ des possibilités humaines. Tout ce que l'homme peut devenir, tout ce dont il est capable. » Et donc, je ne sais pas qui veut commencer, mais ce que ça vous inspire et si vous êtes d'accord ou pas, si... Voilà. Moi, dernièrement, j'ai participé à une exposition que je vous invite à aller voir, sauf que c'est à Lille. Ça s'appelle Science Fiction. Et dans le dossier de presse, j'ai trouvé un truc très parlant, c'était l'an 2000 tel que le voyaient les gens en 1900. Donc les gens en 1900, ils imaginaient des aéroplanes partout. Ça, de toute façon, les gens ont toujours rêvé de voler. Donc c'est des aéroplanes, c'est des planches qui volent ou c'est des trottinettes qui volent. On en a toujours rêvé. Ils imaginaient des ascenseurs partout aussi, donc des voitures volantes et puis des policiers volants et des pompiers volants pour traiter les accidents en vol. Et ils imaginaient aussi une espèce d'appareil où on pourrait téléphoner aux gens. Le téléphone existait déjà. Mais en plus, on pourrait les voir pendant qu'on téléphone et on pourrait interagir avec eux. Et en plus, ils seraient en 3D. Et il y avait aussi pour tenir la maison, des robots, donc un aspirateur robot. Et à l'époque, en 1900, on n'avait pas le début du commencement de la première idée de comment tout ça pourrait devenir vrai. En 1900, alors je crois que IBM avait 2 ou 3 ans. Et quand on essayait, par exemple, de faire des comptages autrement qu'à la main avec des petits bâtons, on avait des espèces de trucs avec des gouttes de mercure. Enfin bref, c'était vraiment à la préhistoire de la technologie. Et un siècle plus tard, tout ça, c'est devenu réalité. Alors que vraiment, à l'époque, il n'y avait aucune raison que ça puisse arriver. Vous auriez demandé à un scientifique de l'époque, vous auriez dit non mais attendez, c'est totalement ridicule, cette espèce de façon de discuter à distance avec des gens et de les voir en vrai, c'est bon, ça n'existera pas. Et là, j'ai compris la puissance de la fiction, parce que tout ça, c'était purement fictionnel. C'était des petits dessins, probablement enfin, j'imagine que ça se vendait dans les tablettes de chocolat. Et le simple fait que les gens aient eu envie de tout ça, ça fait que petit à petit, la science est arrivée jusqu'au point où ça a été parfaitement possible. Et d'ailleurs, ça a été réalisé, et d'ailleurs, ça a été diffusé. Donc moi, c'est une chose que je trouve très très importante, c'est de savoir que notre avenir, il va pas advenir par hasard, il est intégralement dans notre imaginaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un imaginaire optimiste et positif, parce que si on rêve d'un avenir comme un accident de voiture, vous pouvez être sûr que c'est cet avenir-là qui va arriver. Donc ça, pour moi, c'est la puissance de la fiction. Et Neil Gaiman l'a dit bien plus joliment que moi, dans une conférence qu'il avait donnée à Londres et qui a été, d'ailleurs, si vous voulez la retrouver, vous la retrouverez en ligne. Elle a été aussi publiée par Le Diable au Vauvert sous le nom « Pourquoi le monde aura toujours besoin de librairies, de bibliothèques, et de livres et de lectures ». Et il expliquait « Regardez autour de vous. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Par exemple, il y a une chaise. Il n'y a pas d'arbre à chaise. Voilà, la chaise n'est pas tombée toute crue sous vos fesses. C'est simplement qu'un jour, il y a quelqu'un qui était assis sur ses pieds.
sur ses talons, et qui s'est dit ça serait quand même bien si je pouvais m'asseoir sur un truc déjà un peu confortable et dont le pied aurait à peu près la taille de mon tibia. Et là, il a imaginé la chaise. Donc, je veux dire, le verre, le sol, le plafond, tout ça, ça a été imaginé par quelqu'un qui a dit ça serait bien que je ne me prenne pas toute l'eau du ciel sur la tête. Donc la totalité de ce qui existe et de ce qui nous entoure a d'abord germé dans un cerveau que peut-être, d'ailleurs, tous ses copains autour de lui l'ont trouvé ridicule et se sont moqués de lui. Ça, c'est pas du tout la question. Mais il faut savoir que l'imaginaire est une puissance absolue en ce qui concerne notre avenir. La réalité d'aujourd'hui a d'abord été une fiction dans l'imaginaire de nos ancêtres. Pour revenir vraiment à la question sur est-ce que le roman se préoccupe d'existence, enfin, en fait, pour moi, la réponse, elle est un peu paradoxale, puisque j'ai une façon d'écrire de la fiction. Ce serait mon premier roman, mais j'ai écrit des dizaines de fictions brèves. J'ai une façon qui je crois, certaines similitudes avec ce que Sandrine a raconté quand elle dit qu'elle a posé quelques briques et puis après c'est ces briques qui lui ont parlé pour dire la suite, quoi. Donc en fait c'est un processus de création d'existence virtuelle. De ce point de vue, on peut dire que ça se préoccupe d'existence. Et en particulier, par exemple, dans mon romanceur, ce qui est posé, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme des personnages, mais en fait, ce sont des voix, c'est des esprits parlants, disons, c'est le microphone dans le cerveau de personnes. Et effectivement, dans le processus d'écriture, il n'y a pas de doute que pour moi, ces choses ont fini par exister. Elles ont existé comme pour les mathématiciens, les objets qui définissent existent, ce qui fait qu'ils sont tous ce qu'on appelle néoplatoniciens, parce qu'ils croient à la réalité des choses qu'ils ont définies. Et donc, elles existaient pour moi. Mais maintenant, l'enjeu de la littérature, c'est est-ce qu'elles vont exister pour d'autres ? Et ça, c'est pas gagné. Et là, on vit tous les trois, mais Catherine a l'habitude depuis longtemps, on vit le moment du test de si ça peut aussi exister dans l'esprit et les vies des autres. Et ce moment-là, c'est un moment infiniment précieux, mais aussi un peu inquiet. Je dirais la même chose. En fait, c'est... je trouve que il n'y a pas plus de réalité que ça, en fait, quand c'est écrit. Et moi, je crois fortement que tu crois dans l'histoire, tu crois à l'histoire dans laquelle tu as décidé de vivre. Et en fait, là, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, je vais décider de vivre dans cette histoire et je vais essayer. Et plus je la créais, et plus j'y croyais. Et c'est exactement ce que tu as dit. C'est quand j'ai eu les premiers lecteurs, j'en pleurais parce qu'en fait, c'est là où où c'est devenu un livre. Avant, c'est ton truc, quoi, enfin, dans ta petite tête. En tout cas, pour un premier, moi, ça m'a. Tu sais pas si ça a une existence, en fait. Tu sais pas si les autres vont aussi rentrer dans cette histoire, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Ce qui m'a beaucoup touchée alors dans vos deux romans, Sandrine et Philippe, mais aussi dans beaucoup d'autres romans que j'ai pu lire, ainsi que le dernier, mais d'une manière différente, mais de Catherine, c'est... alors je vais faire un détour. Frédéric Jameson, qui a beaucoup théorisé sur la science-fiction et ce que la science-fiction disait en fait du monde tout court, parlait de SEM, qu'on retrouvait chez différents auteurs, c'est-à-dire des idées qui étaient très semblables, ou des thèmes, dont s'emparaient plusieurs auteurs qui vivaient dans la même époque, mais qui n'avaient pas du tout connaissance les uns des autres.
Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé ça chez vous aussi, sous la forme de la volonté de rompre avec le monde tel qu'on le connaît, pas nécessairement hyper radicalement ou en faisant table rase, mais pour essayer de construire autre chose ou de dérouter, et par un déroutement ou par quelque chose un dérèglement ou quelque chose qui vient où une machine importante de la compréhension sociale quotidienne se grippe, inventer là autre chose, par l'ébahissement pour sœurs, par la plateforme et l'anticipation même de ce qui va se passer par la suite, par décret de l'intelligence artificielle dans les déliés et par toutes les formes que tu peux avoir au travers des livres, le goût de l'immortalité, aussi bien que Outrage et Rébellion, où tu changes même jusqu'aux règles syntaxiques au départ, en inversant les majuscules pour les noms de plantes, d'animaux, et les minuscules pour les prénoms, par exemple. Et voilà, je voulais m'interroger pour voir si vous aviez conscience de participer, enfin, déjà si vous êtes d'accord avec cette idée, avant toute chose, et puis ensuite si vous en avez conscience au moment de l'écrire, ou très peu de temps avant, ou si en fait c'est après l'avoir écrit que vous vous en rendez compte de cette participation aux idées qui traversent nos époques et dont vous saisissez en tant qu'écrivain et écrivaine. Je crois que Tolkien appelait ça The White Cauldron, c'est le chaudron blanc des connaissances communes. Donc le bain, le liquide amniotique dans lequel on baigne tous. Alors après, on vous parlera de mèmes, bon, des gènes mémétiques. On vous parlera de noosphère, on vous parlera, je sais pas, d'inconscient collectif. Et je crois qu'on baigne tous dedans. Et pour moi, on n'est jamais qu'un phare ou un filtre émettant finalement une lumière pour éclairer un paysage qui nous est commun à toutes et à tous. Et puis un jour arrive quelqu'un qui voit un peu plus loin que les autres ou autrement, et on appelle ça un génie. Et alors, bon, leur sort n'est enviable que sur le papier. Hein. Si vous prenez n'importe quelle biographie, je ne sais pas, que ce soit de Van Gogh ou de n'importe qui, c'est abominable, ils sont très maltraités, ils sont compris en général après leur mort, voire le lendemain de leur mort, mais en tout cas, ils ont des vies absolument pitoyables. Il ne faut pas être un génie si on veut avoir une vie sympathique. Donc je ne suis pas un génie et je m'en félicite. Mais là, il y a deux choses. Il y a la chose, effectivement, qui est c'est même qu'on partage toutes et tous. Donc, quelquefois, on a un peu l'impression dans ses écrits, de prévoir quelque chose, de le prédire, d'avoir eu raison un petit peu en avance, alors que tout simplement parce qu'en fait, on baigne dans le même liquide amniotique que tout le monde, donc on sent ce qui va venir. Le plus souvent, si vous avez une idée de génie, vous la tapez sur Google, elle a déjà été inventée il y a 6 mois. Bon, c'est un peu vexant, mais c'est comme ça. Après, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus sorcières avec le phénomène d'écriture, et qu'avait notamment dit Oscar Wilde. Méfiez-vous, tout ce que vous écrivez arrive. Et moi, je sais qu'il y a un certain nombre de textes dont j'ai suspendu l'écriture parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'écrivais arrivait, simplement parce que je baigne dedans. Et par exemple, à un moment, j'ai commencé à écrire une nouvelle sur une femme qui a une grossesse très difficile. J'ai arrêté net de l'écrire, j'ai fait mes 2 enfants et ensuite je l'ai fini. Parce que c'était un coup à me porter la poisse. Et là, je pense que c'est Freud qui pourrait plus facilement expliquer ça. Mais il faut se méfier. Ça, faut vraiment se méfier de ça. Moi, j'avais vraiment cette impression, en fait, en écrivant, de ne pas être toute seule, quoi. C'est-à-dire que il y avait vraiment, alors j'avais des synchronicités qui m'arrivaient en plus. Par exemple, enfin c'est des trucs. Je prends juste un exemple. Je trouvais un mot comme ça, je savais pas trop un endroit, et je mets principauté du Mont d'Or, ou je sais plus. Et là, je reçois un mail. Je regarde ma boîte mail 4 heures plus tard, et là je vois que j'ai reçu un mail qui venait du Mont d'Or, enfin une commande qui était Mont d'Or. Là tu te dis, il y a quand même quelque chose. Et moi, je me suis laissée complètement aller avec ce truc-là. Et ce que porte l'héroïne là, sur la vague à l'âme, c'est aussi quelque chose que moi, je ressens énormément. C'est-à-dire d'être un peu... de transmettre, finalement, des choses qui sont partout, quoi. Qui sont partout, qui sont déjà là. Et que d'autres écrivent aussi. Et juste, tu portes la voix. Et par rapport à ce que tu disais sur la réalité qui vient, on va dire, percuter ce que tu es en train d'écrire... Mais moi, je finissais d'écrire pendant le Covid.
Et en fait, j'avais mon relecteur qui me disait « Mais Sandrine, mais faut que tu le sortes, en fait, ça raconte ça ». Je dis « Bah non, ça raconte pas ça ». Et en fait, comme c'était mon premier roman, tu as la tentation à un moment donné de te dire « Ok, je l'ai écrit avant le confinement, en tout cas je suis à la fin. Qu'est-ce que j'en fais de cette histoire ?» C'est-à-dire, je ne peux pas parler du monde, parce que dans mon monde, on voit bien qu'il est pas très loin de la réalité. Donc, est-ce que tu peux faire l'impasse sur ce trauma collectif et donc ne pas la mettre dedans ? Auquel cas, tu fais un hors-sujet. Enfin, en tout cas, tu fais un truc qui est pas très juste, vu la vague que ça a été. Ou est-ce que tu t'en saisis parce que du coup, et là, tu as le risque de la récupération, qui t'effleure 2 secondes, hein, parce que tu es quand même dedans. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, tu penses à Camus et tu te dis, mais voilà, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, en fait. Elles étaient déjà là, sous une autre forme. Et simplement, celle-ci s'est matérialisée par le Covid, mais finalement, on le porte dans plein de romans sous d'autres aspects, quoi, en fait. Moi, je baigne dans le même chaudron que tout le monde, évidemment. Mais maintenant, ça serait pas honnête de dire que dans mon écriture littéraire, que ce soit de la poésie ou de la fiction, je n'ai pas d'intention. En fait, j'ai forcément une intention parce que, au bénéfice de l'âge et de mes autres activités, j'ai traversé des tas de choses qui font que je peux souhaiter des effets politiques de ce que je vais écrire. Mais en fait, une fois qu'on a cette intention, Orwell a écrit un tout petit texte assez merveilleux qui s'appelle « Why I Write », « Pourquoi j'écris ». Et dans ce texte, il dit que les romans qu'il a écrits sans avoir d'intention politique, ils sont bien écrits, mais ce sont des coquilles vides. Et seulement ceux où il avait une intention politique sont vraiment pleins. Il a écrit ça après La ferme des animaux, mais avant 1984. Et c'est un peu, sans doute, une sorte de projet pour 1984. Mais maintenant, une fois qu'on a l'intention, ça dit absolument rien sur comment écrire. Ou plutôt, ça dit presque plutôt qu'il faut presque l'oublier, la mettre de côté, pour que se passe quelque chose qui va y contribuer. Et là, dans le cas du roman, pour moi, c'était explorer une nouvelle organisation de la narration. Alors, je n'ose pas dire une nouvelle forme de narration, parce que il y a des dizaines de milliers de romans et il y a plein de gens qui ont exploré à peu près toutes les sortes de narration qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, l'idée, c'était de rapprocher le roman de la vie, la lecture du roman de la vie, au sens où, pour que ça soit un roman, il faut qu'il y ait un début et une fin, et puis quelque chose qui se passe entre. Mais j'avais très fort l'idée que je voulais qu'il y ait des choses qui soient passées avant, et qu'il puisse y avoir des choses qui se passent après, parce que c'était la condition pour que le roman soit continué dans l'esprit des lecteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'il est adressé à des lecteurs potentiels, disons. Et du coup, c'est un programme qui m'a poussé très fort à aller au fond de l'idée que me disent ces voix que j'ai mis en mouvement
et ça pourrait inquiéter en fait l'état dans lequel j'étais tous les jours en écrivant, parce que j'ai écrit assez rapidement pendant une période de 7 mois seulement, et après bon, j'ai beaucoup révisé et tout, mais que me disent ces voix, la façon dont je me situais par rapport à ces voix pourrait inquiéter des psychiatres. Oui, parce que tes voix, il y a un côté très cinématographique aussi, une approche entre le théâtre et le cinéma, on ne sait pas, et après ça se confond, ça se mélange, et ça devient plus diffus, mais au départ, il y a une répartition des chapitres par voix qui permet aussi de désolidariser la temporalité des uns et des autres. Et je me demandais justement si tu avais écrit ça dès le départ ou après, si tu avais mélangé a posteriori. C'est absolument au fur et à mesure. Bon, j'ai supprimé des chapitres et j'ai déplacé 1 ou 2 chapitres, mais c'est absolument au fur et à mesure. Parce que... et d'ailleurs, les chapitres sont dans le temps de l'écriture. Enfin, il y a des éléments qui sont injectés, par exemple le temps qu'il fait. Mais en fait, oui, si vous voulez acheter les droits cinématographiques, ils ne sont pas encore vendus. Donc pour vous, en fait, vous contribuez à ce grand chaudron dans lequel tout le monde baigne, mais auquel certains ont le privilège de pouvoir tirer la source de leur écriture, mais c'est quelque chose qui vous traverse plus que vous ne le construisez, ou c'est un peu des deux? Ah ben on en est un des éléments, on est un des petits vibrions qui agissent, donc on ne peut pas plus négliger notre apport qu'on peut négliger l'apport d'une bactérie qui sert à faire lever le pain. Effectivement, on peut dire « Ah oui, toi, t'es bien inutile », mais enfin, c'est assez ridicule, puisque c'est le travail de tout un tas de tout un organisme, en fait. C'est ce que signifie la noosphère. C'est véritablement une matrice qui est faite uniquement d'intellect, et sauf à avoir une vision raffarinesque de la vie où il y a vraiment les gens qui sont tout en haut et puis le reste c'est tous la France du bas. On a tous et toutes notre rôle à jouer là-dedans. Alors comment on le fait, ça me rappelle une interview de Marguerite Duras, avec qui on avait dit alors c'est quoi écrire, et elle a dit écoutez, moi j'ai passé ma vie à expliquer ce que c'était écrire, et finalement je me rends compte que je sais pas. Et le journaliste a dit ah bah oui, mais enfin tout de même ça fait 40 ans que vous écrivez, que vous êtes publié, vous avez peut-être bien une petite idée. Et là elle a eu une explication merveilleuse. Elle dit ben voyez, alors je plante des mots, puis après vous voyez. Et le journaliste a dit ah, ouais, j'essaye d'entrevoir. Et c'est tout l'apport de Marguerite Duras sur cette grande question à laquelle personne n'est incapable de répondre vraiment de façon globale, ne serait-ce que parce que chacun a notre façon de la voir et de la vivre, et puis aussi parce que ça tient de l'indicible, et c'est un peu une des beautés de la chose d'ailleurs. D'accord. Mais autre chose que vos 3 livres, enfin vos plus que 3 livres, mais même le dernier, le tien, au bal des absents d'ailleurs, après au bal des actifs, ont en commun, c'est le politique, se saisir de la chose politique quasiment d'emblée. Et ça, il y a d'autres manières de construire une fiction, et c'est l'une des similarités sur lesquelles je me suis arrêtée, et je me demandais, alors, pourquoi en fait, pourquoi choisir cet angle-là d'approche de la fiction, enfin, pourquoi utiliser la fiction ou passer par la fiction pour aller directement au politique et pas en passant par, je sais pas, par exemple la romance avec la construction d'un autre monde, mais plus en arrière-fond. Pourquoi si frontalement, en fait? Est-ce que c'est vraiment dans l'espoir de faire basculer le monde, ou est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui vous tient tous les 3 très à cœur d'emblée, ou voilà? La question, c'est sur la politique. C'est en fait, moi, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est l'intention de départ, elle est purement politique. J'aurais pas écrit si j'avais pas envie, effectivement, si
j'imaginais pas que ça pouvait contribuer à un éveil politique des citoyens. Ça, c'est... Voilà. Et après, ça devient un roman parce que j'ai lâché l'intention, quoi. Et que du coup, c'est devenu... Là, ça s'est nourri. Mais pour rebondir sur ce que disait Catherine tout à l'heure, sur le pouvoir de la fiction, je me suis dit, un jour, je me suis dit, mais si ça se trouve, on veut prévenir par la fiction, notamment, et c'est une vraie alerte, sauf qu'il y a peut-être des gens sur qui ça alerte. Moi, par exemple, Fahrenheit 451, ça fait, je pense, que je suis devenue éditrice, et voilà, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Mais est-ce que, sur la grosse majorité, ça nous acclimate pas, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas le monde d'Orwell aujourd'hui de 1984, parce qu'on l'a déjà vu, et que finalement, ouais, peut-être ça alerte, mais enfin, on y est quand même allé les deux pieds dedans, quoi. Ça nous a pas tant mis en garde que ça. Est-ce que c'est pas le coup de la grenouille, là, où, en fait, si on nous avait balancé dans ce bain aujourd'hui bouillant, parce qu'on n'aurait pas fait comme les grenouilles, tu en sors, alors que là, l'eau a chauffé, il y a des fictions qui ont fait chauffer cette eau, et en fait, comment on l'a déjà vu? Je sais pas, c'est une vraie question que je me pose, en fait. Je me dis, soit, effectivement, les gars étaient super visionnaires, et soit, on a adapté ce qu'on a vu en fiction, ce que disait Catherine, sur les... Voilà, tout... Ça a d'abord été des idées, quoi. Oui, alors 1984, ça a quand même beaucoup aidé. Il y a quand même pas mal de générations qui l'ont vu, et du coup, on s'est pas mal méfié d'un certain nombre de systèmes, notamment communistes et pas que. Et je trouve que c'est un livre qui a bien alerté sur les dérives possibles des régimes totalitaires, et à mon avis, ça a éduqué beaucoup de générations à être beaucoup plus critiques. Le seul problème, c'est quand on ne l'a pas cru, Orwell. Parce qu'à la fin, rappelez-vous, alors ils sont tous sous le regard d'un télécran, hein, et ils sont surveillés, et à la fin, il est amoureux de Big Brother. Et toutes et tous, a priori, en lisant cette fin, c'est la seule chose qui est un peu ridicule. On tombe pas amoureux de son bourreau. Et il avait prévu, Orwell, qu'on tomberait amoureux de nos télécrans. Et ça, on l'a pas cru. Et ben voilà, qui n'a pas un télécran dans sa poche? Et en plus, il est content. Et en plus, il l'a payé cher. Et en plus, il peut plus s'en passer. C'est quand on ne les croit plus, ces gens-là, que effectivement, on se fait rechoper par la... Il avait dit qu'on l'aimerait. Et de fait. Je crois qu'il est peut-être temps de passer aux questions du public, s'il y en a. Donc, si vous en avez, il y a un micro juste là et vous pouvez venir les poser. Alors du coup, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le fait qu'on baigne dans ce liquide amniotique. Et c'est des questions que je me pose, c'est-à-dire comment penser autre chose quand finalement on a été construit là-dedans. C'est-à-dire que vous parlez d'utopie, de penser plus large, de penser mieux. Et en fait, je suis toujours attrapée par ce fait, je me dis oui, je pense à ça, mais en fait, j'ai été construit un peu comme ça. Comme vous dites avec l'histoire de baigner dans un liquide amniotique, puis vous commencez à écrire et puis finalement vous vous rendez compte qu'en fait ça existe déjà. Donc comment en fait essayer de penser plus large de ce qu'on est, on se sent limité en fait. Du coup, comment vous arrivez à vous dire qu'en fait vous arrivez à prendre de la hauteur, à sortir de ça et imaginer quelque chose de plus. Il faut aller lire les gens qu'on n'aime pas. Voilà. Si vous voulez agrandir votre vision, il faut aller lire, je sais pas, les sites des bascules, les sites des complotistes, les choses comme ça. Parce que sinon, on est toujours envoyé à sa bulle, puisque le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est de vous renvoyer toujours au même. Donc vous avez l'impression que le monde entier est d'accord avec vous. Alors j'exagère en disant d'aller lire les sites des masculins et des complotistes, parce que c'est totalement indigent et parfaitement indigeste, mais se forcer à aller... Moi, je trouve ça génial avec les réseaux sociaux, Internet au sens large, c'est qu'on a vraiment à disposition un nombre considérable de mentalités totalement différentes de la mienne. Le seul gros biais, c'est que c'est des gens qui aiment aussi écrire en ligne. On n'est pas beaucoup dans le monde de pouvoir nous permettre ce luxe. Mais je pense qu'on peut vraiment réussir, si on se force un peu, à trouver des gens qui ont des approches totalement différentes des problèmes qu'on se pose et qui ont d'ailleurs qui posent d'autres problèmes que ceux qu'on pose. Mais pour ça, à la limite, il faut aller sur un ordinateur sur lequel on n'a jamais pratiqué, pour justement ne pas être en permanence guidé. Moi, ça m'exaspère cette façon de guider en permanence ma pensée pour ne faire ressortir que des articles et des livres et des textes qui correspondent à ce que j'ai déjà aimé avant.
Je trouve que c'est très passéiste la façon dont sont exploités les réseaux actuellement, puisqu'ils se basent sur les avis des experts, souvent autoproclamés, et les avis du plus grand nombre, et les avis de ce que j'ai aimé avant. Donc si on veut du nouveau, il faut vraiment sortir de là. Donc du coup, c'est pas mal d'aller glandouiller dans une médiathèque, dans une bibliothèque, et de pratiquer la sérendipité et le butinage, parce que justement, on va tomber là sur des choses qu'on n'avait jamais trouvé. Moi, je fais confiance à mes bibliothécaires qui me tapent sur l'épaule et qui me disent lis-moi ça. Et la première fois qu'on me l'a fait, c'était Svetlana Alexievitch. La guerre n'a pas un visage de femme. Permettez-moi de vous dire que ça m'a fait tomber de mon arbre. Et elle a eu le Nobel il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà, ça, je crois beaucoup au fait de sortir un peu de sa bulle de confort pour aller voir des choses pas rêches, mais juste auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà. Et si vous avez besoin de vous réveiller un matin, là, vous allez lire un site de mascu ou de complotiste. C'est très bon pour l'attention. Moi, si je reviens à la fois à cette question qui a été posée et à celle qui est dans le titre de notre table ronde, en fait, je ne crois pas du tout que la fiction en elle-même puisse faire basculer le monde. Par contre, ce que je crois, c'est que dans la fiction, quand on l'écrit et peut-être quand on la lit, on a on aide à exister des personnes et des façons de penser qui sont moins emprisonnés. Et emprisonné, c'est pas seulement emprisonné dans les choses que Catherine vient de décrire, qui sont celles dans lesquelles on est tous emprisonnés, mais aussi emprisonné dans le sentiment de l'immuabilité de la trajectoire du monde, qui est, je pense, contre quoi se bat Sandrine, d'espèce, et que quand même, en tant qu'activiste, forcément, j'ai eu l'impression quand même, par moment, d'un rouleau compresseur de l'impossibilité à imaginer comment on allait changer de trajectoire. Et le détour par la fiction, c'est pas un détour parce que je reviendrai pas, mais le passage par la fiction permet et à travers ce premier élément, pour moi, qui est celui de l'étonnement, de la mise en étonnement, qu'on peut, ça s'est fait aussi dans la non-fiction. C'est des anthropologues qui l'ont fait, des gens comme David Graeber, quand il s'est mis à dire vraiment un jour, 80% des travaux qu'on fait sont des choses qui ne méritent pas d'exister. Et donc, il y a et en fait, je n'ai pas du tout pensé à David Graeber, qui est malheureusement mort, pour écrire ça, mais l'ébahissement et les ébahis, qui sont la version collective des personnages dans mon livre, ils ont, disons, ils ouvrent simplement des chemins vers la possibilité de ne pas passer pour un naïf ou un fou lorsque on veut faire basculer le monde. Bonsoir. Pour rebondir aussi sur ta question tout à l'heure et sur ce que vous venez de dire, j'aimerais bien avoir votre feeling sur ce qui se passe aux États-Unis, les élections, et qu'est-ce que vous dites à ces gens qui sont empêtrés et emmurés et désespérés et qui n'ont pas de... Voilà. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser ce soir en vous écoutant. Aux Américains, on leur dit mais courage, levez-vous, mettez-le dehors et repartez du bon pied. Mais c'est vachement bourgeoiso-centré. Il y a probablement, les électeurs de Trump, c'est
Alors, il y a pas mal de gens miséreux qui croient en lui, parce que pourquoi pas, pour aussi bien croire dans le lapin de Pâques. Hein, ça mange pas de pain et ça les empêche de se jeter par la fenêtre. Et puis après, il y a évidemment toutes les manipulations. Alors là, je vous renvoie à The Great Hack. Et il y a toutes sortes de très bons documentaires que vous trouverez sur Netflix qui vont vous expliquer à quel point voilà, les élections américaines, c'est de plus en plus un pipeau absolu et définitif. Il n'y a pas que les élections américaines. Donc, au niveau fictionnel... Mais on a l'impression quand même que Trump, cette année, on l'a déjà vu dans tellement de films et tellement de livres. Alors c'est pas, je veux dire, c'est pas Hitler, c'est pas un peu franco. Enfin, c'est vraiment le matamor bravage qui a rien dans le citron et qui est totalement manipulé par des gens qui veulent faire fortune et garder leur fortune et surtout pas la partager. C'est une espèce de caricature de Bush Junior. J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit sur Trump et c'est là que c'est la défaite des intellectuels, c'est qu'il ait quand même été élu, quoi. C'est la honte, en fait, on sert à rien, quoi. Moi, hier, dans Libération, il y avait un article, hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur un livre qui a été écrit par une autrice dont je vous prie d'excuser que je ne me souvienne pas de son nom, parce que ça mérite qu'on s'en souvienne, qui a fait une grande étude sur l'électorat de Trump. Et la première chose qu'elle a trouvée, c'est que non, ce ne sont pas des miséreux. Leur niveau de revenus est supérieur à la moyenne américaine des revenus. Par contre, ce sont des gens qui sont terrorisés de perdre le peu de certitude dans leur position dans la société sur lequel ils se sont construits, que ce soit dans le champ religieux ou dans le champ et si elle a raison, hein, ce que je suis totalement incapable de juger, à ce moment-là, l'attitude actuelle des démocrates modérés peut être suicidaire. Parce que ce qu'ils négligent de faire, c'est de mobiliser les gens qui sont les vrais miséreux dans l'Amérique d'aujourd'hui et de les mobiliser en offrant des... voilà, bon, c'est tout, parce que je suis, hélas, comme vous, c'est-à-dire je regarde avec angoisse ce qui se passe, et l'angoisse, c'est mauvaise conseillère. Moi, je me dis que faut nourrir d'autres possibilités, c'est-à-dire donner à voir d'autres possibilités. Et moi, c'est là-dessus j'essaye d'écrire, c'est de nourrir d'autres scénarios possibles plutôt que celui-là, et qui est déjà là en plus. Et c'est en montrant des héroïnes, par exemple, c'est en montrant... en portant le regard sur d'autres possibilités et en nourrissant aussi cette confiance en nous. C'est-à-dire, je reviens toujours là-dessus, mais sur le fait que, en gros, nous sommes celles et ceux que nous attendions, et donner à voir, en fait, en quoi nous pourrions faire basculer les choses. Et nous pourrions avoir autre chose si peut-être on se l'autorisait, quoi. Et si on se voyait tel qu'on est, c'est-à-dire des gens qui ont aussi quand même une part de puissance, une part de place à prendre, quoi. Et c'est vraiment là-dessus que moi j'essaye de travailler. C'est pas tant sur le monde, comment pourrait être le monde, même si c'est ça qu'il y a dedans, on voit bien que c'est un autre monde, mais c'est comment il a basculé, quoi. C'est ça qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'on aurait pu justement s'organiser pour que jamais un Trump puisse arriver.
Et c'est ça, moi, qui me... En tout cas, moi, c'est ma petite part dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser d'autres questions À part ça, moi, je suis optimiste. Hein. Je veux dire, non, mais parce que les Chomsky a dit, faut être, on n'a pas le choix. Il faut absolument être optimiste parce que c'est la seule chose qui peut faire exister un autre monde. Mais l'optimisme, il ne peut pas être d'une naïveté béate. Et évidemment, quand on se demande pourquoi un Trump existe, il existe à cause de toute une immense longue trajectoire par exemple, de la reconnaissance de la qualité de personnes aux entreprises et permettant de donner des sommes non limitées aux candidats de leur choix ou des choses comme ça qui sont c'est des dizaines d'années de ça, et donc on a une impression d'inéluctabilité, mais en réalité elle n'y est pas du tout, parce que les mouvements de Black Lives Matter, la participation massive des Blancs à ces mouvements, la place des femmes dans le renouveau politique américain, tout ça, c'est des choses qui peuvent rendre très pessimiste. Il faut juste espérer que ça survivra à la guerre civile qui se pointe. Une dernière question. Sinon, je vous invite à peut-être aller de l'autre côté, découvrir les ouvrages de nos invités, et puis peut-être discuter justement de manière plus informelle avec chacun. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.